Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier update lecture du mois de janvier. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo book haul du mois de décembre, vous comprenez pourquoi je ne suis pas chez moi et pourquoi vous vous retrouvez avec un décor tout pourri. Et ce pour les 3 prochaines vidéos. Jusqu'à mi-février, je me trouve à Clermont-Ferrand. Voilà, donc là je suis dans un appart-hôtel tout simplement. Et j'ai décidé de vous préfilmer tout de même 4 vidéos, enfin 3 ou 4, la 4e c'est pas encore sûr. Pour que vous ayez du contenu, que je puisse en mettre en ligne quand je fais mon aller-retour à Marseille à la fin du mois. Donc voilà, je préférais préfilmer ces vidéos même si le décor est tout pourri. J'espère que la luminosité sera néanmoins assez bonne et que niveau son vous n'aurez pas trop de bruit bizarre. Alors pourquoi un update lecture plutôt qu'un bilan lecture? Eh bien tout simplement parce que j'ai décidé de faire cette année, voilà, qui de 2015 dit changement. J'ai décidé de vous proposer des updates lecture tous les mois. C'est tout simplement comme des bilans lecture, on reste dans la même thématique de vidéo. Mais pourquoi update lecture? Eh bien, je ne sais pas, peut-être que c'est un petit peu plus parlant pour moi. Néanmoins, ça ne change rien pour vous au niveau des contenus des vidéos. Ce mois-ci, il y aura 2 updates lecture. Voilà, j'ai séparé toutes les sorties du mois en 2 vidéos. Ça va être 2 grosses vidéos, autant vous le dire. Là, je vais vous présenter 10 mangas qui sont sortis début janvier. Vous aurez cette vidéo fin janvier, sachant que je tourne aujourd'hui, on est le dimanche 18. Et vous aurez une seconde vidéo update lecture de janvier avec toutes les autres sorties qui seront parues au mois de janvier, mais vous l'aurez plutôt en février, même si je la tournerai ici. Voilà, je la tournerai que dans quelques semaines, donc du coup, vous l'aurez dans quelques semaines. Dans cette vidéo, comme je vous le disais, je vais vous présenter 10 mangas. Donc il y a d'abord un shoujo, 2 seinen et on va conclure par 7 shonen, ce qui va être la plus grosse partie de cette vidéo. Donc voilà, encore une fois, je préfère diviser par genre de manga, comme ça, ceux qui n'aiment pas les shoujo, ils sautent le début de la vidéo, qui préfèrent les seinen ou les shonen. Je commence en vous parlant du tome 3 de Say I Love You de Kanayazuki, publié chez Pika. Shoujo toujours en cours au Japon avec déjà 13 tomes de parus. Le tome 4 est prévu en France pour le 4 mars et le tome 5 pour le 6 mai. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de sorties annoncées pour le 6 mai. Voilà, ça va être, autant vous dire, début mai va être une semaine très chargée. Donc ce tome 3 de Say I Love You, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça a été une très bonne lecture, tout comme les 2 premiers tomes de la série. Voilà, on est sur la continuité de l'histoire, il ne se passe pas des choses extraordinaires. C'est un shoujo que je rapproche beaucoup des shoujo tranches de vie comme Blue Spring Ride. Il ne se passe pas des trucs extraordinaires dans chaque tome, mais on prend plaisir à voir l'évolution du couple Mei Yamato dans cette série-là. On a une touche d'humour apportée par la petite sœur de Yamato qui au début ne peut pas se voir Mei en peinture et qui finalement ça va devenir sa très grande amie. Et à la fin de ce tome 3, on a l'arrivée d'un nouveau personnage qui s'annonce comme un personnage perturbateur pour le tome 4. Donc voilà, ça a été un très bon tome, j'ai pas grand chose à vous en dire si ce n'est que la série continue son petit bonhomme de chemin et que c'est toujours aussi plaisant à suivre. Je vous remontre ce que ça donne niveau dessin. J'espère que vous verrez bien que la luminosité sera suffisante. En somme, un 3e tome très satisfaisant, une série que je vous conseille toujours autant. J'enchaîne avec la partie seinen de cette vidéo et le tome 11 de Nozokiana de Wako Onna, publié chez Kurokawa. La série est terminée au Japon en 13 tomes et nous n'avons toujours pas de date à l'heure actuelle pour le tome 12 en France. Plus les tomes avancent et plus je me dis qu'on s'approche de la fin et plus ça m'attriste car Nozokiana fait partie de mes seinen érotiques préférés. Donc ce tome 11, comme tous les précédents tomes de Nozokiana, je l'ai juste adoré, je n'ai jamais été déçue par aucun tome de la série. Mais par contre, ce tome 11, il est juste ultra tristouné. Alors pourquoi ce tome 11 est-il aussi déprimant? Eh bien tout simplement parce que Emelo a disparu, elle laisse Tatsuhiko tout seul, voilà, elle a décidé de le laisser tranquille parce que c'est la seule solution pour qu'il ait une vie enfin normale. Et lui, il va enfin se prendre en main après 11 tomes, il décide de se prendre en main, de ne plus être un lâche, de dire sincèrement ce qu'il pense aux gens, de dire vraiment ses sentiments quitte à faire mal. Parce que son ex-petite amie est toujours amoureuse de lui, mais lui, il est déjà passé à autre chose depuis bien longtemps, depuis le début en fait, il était déjà passer à autre chose au niveau de ses sentiments. Il décide enfin de jouer carte sur table, voilà, d'arrêter d'être un lâche qui se cache, qui se donne de fausses excuses ou qui laisse les autres s'accuser à sa place. Il décide de tout assumer et ça va faire pas mal de mal autour de lui. Concernant Emelo, on comprend un petit peu ce qu'elle est devenue. Elle est pratiquement absente de ce tome 11, mais on comprend les choix qu'elle a fait et ce qu'elle décide de faire par la suite. Et on comprend avec la fin de ce tome 11 que le tome 12 va lui être quasi entièrement, je dirais, consacré. Dans le sens où on va en apprendre beaucoup plus sur son passé. On commence déjà dans ce tome 11 à percevoir quelques bribes de son passé et à comprendre qu'il y a quelque chose qui a radicalement changé sa vie et qui en a fait là Emelo que l'on connaît dans la série.
et c'est quelque chose apparemment d'assez dramatique que l'on va visiblement apprendre enfin dans le tome 12. Je vous montre quelques dessins, donc oui, bien évidemment, ça reste un titre interdit aux moins de 16 ans, donc il y a pas mal de scènes de sexe, même si encore une fois, dans ce tome 11, c'est vraiment pas le sujet principal de ce tome 11, mais il y a tout de même quelques scènes X, je dirais. J'ai capté assez récemment qu'il y a quelque chose que je ne vous ai jamais montré avec les tomes de Nozokiana, ce qui est un petit peu dommage, donc on arrive au tome 11, je percute enfin qu'il faudrait que je vous montre cela. Donc c'est ce petit onglet, je dirais, que vous pouvez voir ici. Et donc en fait vous enlevez tout simplement la couverture du tome et vous avez une illustration, voilà, qui est juste de toute beauté parce que franchement je suis ultra fan des dessins. C'est très porté sur le sexe, oui, comme on s'en doute. Qui dit manga érotique dit manga qui parle beaucoup de sexe. Mais voilà, je trouve les dessins superbes et surtout niveau histoire, il y a une réelle profondeur au niveau des personnages. C'est pas que du sexe pour du sexe, il y a vraiment des relations qui se nouent, des relations très complexes, surtout la relation entre nos deux protagonistes. On ne sait vraiment pas à quoi ça va aboutir, mais j'ose espérer que ça va se finir par un happy end. Je sens bien tout de même le petit happy end de poindre le bout de son nez. J'enchaîne avec le tome 9 de Tokyo Ghoul de Sui Ishida, publié chez Glénat. La série, du moins sa première partie, est terminée au Japon en 14 tomes. Le tome 10 est prévu en France pour le 18 mars et le tome 11 pour le 6 mai. Oui, le 6 mai, vous allez décidément beaucoup l'entendre dans cette vidéo. Donc pour ceux qui l'ignorent, Tokyo Ghoul fait partie de mes seinen chouchou depuis l'année dernière, depuis la sortie du tome 1. C'est vraiment une série que je suis avec beaucoup de plaisir et j'ai toujours autant d'impatience à lire le tome d'après. Et ce tome 9, c'est pas qu'il m'a déçu, mais disons qu'il est un petit peu moins dynamique, je dirais, que les précédents tomes, dans le sens où toute la première partie du tome, c'est plutôt du blabla avec les colombes. Alors, c'est pas du blabla inutile pour l'histoire, loin de là, mais disons que c'est un petit peu moins dynamique, on a un petit peu moins de combat, on est plus dans des explications, tout ça. Quand on a l'arrivée de Ken, enfin, dans ce tome 9, ça bouge un petit peu, parce que ça donne lieu à quelques combats, même si ce sont des combats assez rapides et qu'on ne se concentre pas du tout là-dessus dans ce tome. Mais ce qui est surtout percutant dans ce tome 9, c'est sa fin, sa révélation finale. Un personnage que l'on ne pensait pas revoir dans la série qui va refaire une apparition très probablement dans le tome 10. Et rien que ça, ça donne envie de bouffer la suite de la série. On ne sent pas vraiment dans ce tome 9 qu'on se rapproche, je dirais, de la fin de la première partie de Tokyo Ghoul, c'est-à-dire du tome 14. Mais néanmoins les choses avancent et la révélation finale de ce tome 9 promet de bonnes choses pour le tome 10. Donc voilà niveau dessin ce que ça donne pour ceux qui se demanderaient. Encore une fois, j'ai bien aimé ma lecture, ce n'est vraiment pas une déception, si ce n'est que le tome est un petit peu long à démarrer, je trouve, dans le sens où on se concentre beaucoup sur les colombes plutôt que sur les ghouls, et que personnellement je suis plus intéressée par l'histoire des ghouls que des colombes, mais bon, ça c'est affaire de goût. Après on en apprend pas mal aussi sur ce que les colombes font des ghouls et comment elles se servent des ghouls pour combattre les ghouls. Encore une fois, il s'agit d'une très bonne série que je vous recommande chaudement si vous hésitez à la commencer, mais bon, je pense que vous avez dû en voir des milliers de très bons avis sur la toile. Donc voilà, un très bon tome 9, si ce n'est que moi, il m'a un tout petit peu moins emballé que les précédents. J'attaque la partie shonen de cette vidéo avec le tome 4 de Prisonnier Riko de Shinobu Seguchi, publié chez Akata. Série toujours en cours au Japon avec déjà 21 tomes de parus. Le tome 5 est prévu pour le 12 février, le tome 6 pour le 12 mars et le tome 7 pour le 9 avril. Pour l'instant, on s'en tient au rythme mensuel qu'avait promis Akata et c'est tant mieux parce qu'autant vous dire, un tome comme ça se bouffe ultra vite. Alors le tome 3 se concluait sur un combat entre Riku et un autre prisonnier. Je n'en dis pas plus pour ne pas vous spoiler la fin du tome 3 si vous ne l'avez pas encore lu. Et à la fin du tome 3, on comprenait qu'il s'était passé quelque chose. On ne savait pas quoi, mais Riku avait enfin révélé quelque chose à propos de l'autre personnage, mais ça nous laissait dans un suspense assez conséquent. On sait enfin de quoi il s'agit au tout début de ce tome 4, donc on a la suite de ce fameux combat et son dénouement. Donc voilà, à ce propos, je vous montre les pages couleurs, parce que vraiment les pages couleurs du début sont vraiment sublimes. Encore une fois, pour ceux qui voudraient les pages couleurs en début de tome de Prisonnier Riku, il faut se procurer cette première édition, c'est-à-dire ce premier tirage de tomes, car la série sera toujours, voilà, vous aurez toujours des tirages de tomes dans les années à venir, mais ils n'auront plus les pages couleurs. Voilà, c'est un petit peu l'exclusivité et le privilège qu'ont ceux qui achètent la série à son rythme de parution, je dirais. Je reviens à ce tome 4, suite à ce superbe combat, ça se calme un petit peu, on a un enchaînement avec d'autres combats. Il faut savoir que les combats dans Prisonnier Riku, pour ceux qui ne s'en doutent pas avec l'image que je viens de vous montrer, c'est assez sanglant et c'est un univers sans pitié. Par contre, on retrouve quelque chose qu'on a retrouvé dans les précédents tomes, c'est-à-dire que tout personnage méchant
a son histoire qui va être développée dans le tome. Donc là on va se concentrer, comme vous en doutez, sur le personnage que l'on voit sur la couverture. Et on va comprendre que c'est des personnages qui sont tous en demi-teinte. Ils ne sont pas tout noirs ou tout blancs, il y a des variances. Dans le sens où ils vont nous apparaître tout noirs au début, ça va être des gars où vous avez juste envie qu'ils crèvent parce qu'il est trop méchant, sans pitié, cruel, tout ce que vous voulez. Et vous allez en apprendre un peu plus sur son histoire à travers un flashback qui va vous apprendre son enfance, qui souvent sont des enfances juste horribles. Ils sont tous dans des bidonvilles où ils sont maltraités, où ils vont se battre, voilà. Et on comprend en fait ce qui les a menés en prison, pourquoi ils sont devenus aussi méchants. Et le fait qu'ils ne soient pas vraiment aussi méchants que ça, c'est la vie qui les a rendus comme ça, mais au fond, c'est des bonnes personnes. Donc les 3/4 des méchants que l'on voit finalement, au niveau des prisonniers du moins, dans cette série, c'est un petit peu ce schéma-là, c'est-à-dire le gars qui au début va vous paraître ultra antipathique, vraiment c'est le gars à battre, et finalement on va le découvrir sous un autre jour et on va se dire on n'a pas envie qu'il lui arrive d'autres misères, et Dieu sait s'il leur en arrive des misères dans cette fameuse prison. Par contre, il y a des personnages pour lesquels on n'aura aucune pitié et pour lesquels voilà, on aura vraiment peu d'empathie pour eux. Ce sont les fameux gardiens de cette prison qui sont vraiment d'une cruauté sans pareil. Alors on pourrait se dire oui, ce n'est qu'un manga, ce genre de choses n'existe pas dans la vraie vie. Ça, franchement, je ne mettrai pas ma main à couper que ce genre de choses n'existe pas. Alors vous me demandez peut-être de quoi je parle. Eh bien tout simplement, on comprend que dans la prison, il y a des zones un petit peu de non-droit et un petit peu caché de la vue de tous, où en fait les gardiens de prison s'en donnent à cœur joie avec certains prisonniers, dans le sens où ils vont les humilier, les torturer, leur faire subir toutes sortes de sévices. Ce genre de choses est totalement illégal, ça on s'en doute bien, mais je pense très sincèrement que ça arrive dans pas mal de prisons dans le monde, voilà, des prisons où vraiment la loi carcérale n'est pas la même que celle qu'on a en France. D'ailleurs, si vous avez vu la série Prison Break, vous comprenez un petit peu où je veux en venir, c'est dans le sens où il y a des choses qui sont passées sous silence, voilà, des choses que les gardiens font qu'ils n'ont pas le droit de faire et que certains prisonniers vont subir voilà, malgré eux. À la fin de ce tome 4, on reste sur un beau suspense puisqu'on a le retour d'un personnage qu'on n'avait pas vu de tout le tome. Vous comprenez si vous avez eu le tome 3 pourquoi ce personnage n'apparaît pas dans le tome 4. Et on le voit enfin réapparaître à la toute fin du tome et on comprend que ça va envoyer du lourd dans le tome 5. Je vous montre au niveau dessin ce que ça donne parce que vraiment au niveau dessin, c'est magnifique. Comme vous pouvez le voir, Riku s'en prend toujours autant plein la gueule, ça ne change pas depuis le tome 1, mais c'est un petit bonhomme qui a beaucoup de courage, beaucoup de volonté, et les autres personnages vont être enfin au courant du pourquoi, du comment il se retrouve en prison, parce que nous on le sait, mais les autres ne le savent pas, ou certains ne l'ont pas cru quand il a voulu expliquer le pourquoi du comment il s'est retrouvé ici. Et quand ils comprennent ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve en prison, voilà, ça donne envie à d'autres personnages de le soutenir encore plus et de l'aider à avancer dans sa fameuse mission. Je continue dans un tout autre registre avec le tome 3 de Red Ice Wars Akamegaki, le de Takahiro et Tetsuya Tashiro, publié chez Kurokawa. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 11 tomes de parus. Le tome 4 est prévu en France pour le 12 mars. Je vous quittais avec le tome 2 et la mort de l'un des personnages principaux, ce qui m'avait beaucoup choqué, je dirais, dans le sens où l'auteur n'hésitait pas à prendre cette prise de risque de sacrifier l'un de ses personnages principaux au tome 2. Mais bon, ça avait l'intérêt de donner envie de se procurer le tome 3 encore plus vite. Donc le tome 3 continue directement sur la lancée du tome 2, c'est-à-dire sur la disparition de ce personnage. Et on se doute, qui dit disparition de personnages gentils, dit vengeance des gentils sur les méchants. On s'en doutait en ayant lu la fin du tome 2 qu'il y aurait pas mal de combats dans ce tome 3, de par la vengeance, de par le fait qu'il faut continuer de faire la justice, voilà, la justice du Night Raid, qui n'est pas vraiment une justice très officielle, puisqu'il s'agit d'assassins. Je n'ai absolument pas été déçue par ce tome 3, de par le fait que je m'attendais avec un tome avec beaucoup d'action, et c'est exactement ce qu'on a avec ce tome 3. On a principalement un très gros combat avec l'un des membres du Night Raid, donc je ne vous dis pas de qui il s'agit, même s'il ne s'agit pas de notre héros principal, je dirais, il n'y a pas vraiment de personnage ultra principal, mais il y en a un qui intègre le Night Raid au début du tome 1, donc on peut le considérer comme le personnage principal de l'histoire. Donc il ne s'agit pas de lui dans ce tome 3, il ne s'agit pas non plus d'ailleurs du personnage que vous voyez sur la couverture, même si la couverture est géniale. Voilà, j'adore ce type de couverture. Voilà, la série, en fait, chaque tome de la série a une couleur de couverture différente. Donc la couverture du tome 4 est bleue, avec un personnage méchant que j'aime beaucoup. Donc pour en revenir à ce fameux gros combat d'un des membres du Night Raid
C'est un combat très dynamique, très surprenant de par le fait que ces armes impériales qu'ils utilisent sont des armes très conséquentes avec des pouvoirs juste dingues. Et d'ailleurs ce combat il se termine sur une incertitude, je dirais. Est-ce que l'un des personnages est mort? Est-ce qu'il est juste extrêmement blessé? Voilà, on ne sait pas trop, ça donne l'impression qu'il est mort, mais je ne pense vraiment pas que l'auteur va flinguer un deuxième personnage dans le tome 3, voilà, je pense que ça irait un petit peu trop vite, et au tome 11, j'imagine qu'on n'a plus personne. Et on conclut ce tome avec l'arrivée d'un personnage méchant, sadique, totalement what the fuck, qui, à mon avis, va faire l'objet du tome 4, parce que c'est un personnage qui est plus ou moins lié au Night Raid. Donc j'ai franchement hâte de voir ce que va donner le tome 4, et c'est une série qui ne me déçoit absolument pas jusque-là. On voit niveau dessin ce que ça donne. Il y a quelques petites touches d'humour, comme vous pouvez le voir, ce qui contraste bien avec le côté extrêmement dark du manga. Un très très bon shonen, je sais, il est classé seinen par Kurokawa, mais il s'agit d'un shonen, un très très bon shonen que je vous recommande. Je continue avec le tome 11 de L'Attaque des Titans de Hajime Isayama, publié chez Pika. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 15 tomes de parus. Le tome 12 est prévu en France pour le 4 mars et le tome 13 pour le 6 mai. Toujours pour le 6 mai. L'Attaque des Titans, la dernière fois que je vous en parlais, c'est en vous parlant bien évidemment du tome 10. Et ce que j'avais retenu de ce tome 10, comme beaucoup de monde je pense, c'est son final qui est ultra surprenant. Où voilà, au niveau révélation, je pense qu'on ne pouvait pas faire plus fort qu'à la fin de ce tome 10. Et où ça promettait du lourd. Alors certains avaient adoré comme moi à la fin de ce tome 10, certains se disaient mais dans quel délire est parti l'auteur. Ce tome 11 continue directement sur la scène finale du tome 10. Voilà, en même temps, vu le final du tome 10, ça ne pouvait pas reprendre à un autre endroit. Donc là, ça occupe une bonne partie du tome, je dirais presque la moitié du tome. Donc c'est un très très gros combat, très dynamique, très imprévisible aussi. Et par la suite, on enchaîne avec une deuxième partie du tome qui est beaucoup plus calme. C'est un petit peu, je pense, une partie de transition avant de gros combats qui vont s'annoncer par la suite. Mais là, c'est une partie beaucoup plus calme, beaucoup plus blabla. Pas de révélation notable dans ce tome 11. Mais bon, vu ce que l'auteur nous a balancé dans le tome 10, il ne peut pas enchaîner révélation sur révélation, tome après tome. C'est pas non plus le meilleur tome de la série. La couverture, par contre, est géniale. Je tiens à le dire. J'espère que vous verrez bien. Donc je retiens moi surtout cette première partie du manga avec ce très gros combat qui nous avait surpris, voilà, quand il s'est déclenché à la fin du tome 10. Et qui est toujours aussi superbe à voir. Alors, je sais, certains... Alors, je ne vous montre pas le combat. Voilà, parce que je sais que certains ne sont pas à jour niveau lecture. Donc, si je vous montre le combat, je vais vous spoiler un truc de dingue. Donc, je vais vous montrer ça. J'essaie de vous chercher quelque chose qui ne soit pas spoilant dans ce tome. Mais bon, il faut dire si vous n'êtes pas à jour, c'est un petit peu compliqué. Voilà. On ne vous laisse pas sur une révélation finale ou un truc de dingue comme le tome 10. On continue sur une bonne lancée, une bien meilleure lancée que Before the Fall, hein, que d'ailleurs je pense mettre en pause. Je vais acheter le tome 3, mais je pense sûrement mettre la série en pause par la suite. Du côté de la série principale, aucun souci, ça ne me déçoit pas, si ce n'est que bon, ce tome 11 bouge un petit peu moins, je dirais, que le tome précédent. Je continue en vous parlant du tome 61 de Bleach de Tite Kubo, publié chez Glénat. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 66 tomes de parus. Le tome 62 est prévu en France pour le 18 mars. Et le tome 63, je vous le donne dans le mille, il sortira le 6 mai. Bleach, ça fait un petit moment que la série me déçoit dans le sens où elle a perdu un petit peu de son intérêt, de son charisme, de son côté prenant. Alors je sais, certains adorent ce que devient la série. Personnellement, j'ai un petit peu du mal à me remettre à chaque fois dans la lecture du nouveau tome. Je m'amuse pas à relire le tome précédent pour savoir comment ça s'arrête déjà, où j'en étais. Heureusement, il y a un petit synopsis, je dirais récapitulatif, au début du tome qui nous permet de savoir où on en était à la fin du tome précédent. Ce qui m'agace un petit peu, c'est que la série est censée être dans son dernier arc, donc c'est censé être les derniers tomes, entre guillemets, de la série. Et on a encore une flopée de nouveaux personnages qui arrivent avec ce Sternritter. Niveau prononciation, je ne sais absolument pas comment ça se prononce. Pour ceux qui lisent la série, vous comprenez où je veux en venir. Donc voilà, cette nouvelle organisation qui comporte donc pas mal de monde. On se doute que ça va donner lieu, ça donne déjà lieu à pas mal de combats entre les membres de Soul Society et ces membres du Sternritter. Je commence à en avoir un petit peu marre en fait que l'auteur rajoute des nouveaux personnages dont on sait déjà à peu près comment ça va se terminer, alors que la série est censée s'approcher de la fin, et voilà, j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu perdu entre temps. Alors je sais qu'en voyant cette couverture, alors d'ailleurs le titre de ce tome 61 c'est The Last 9 Days, on pourrait croire en voyant cette couverture que l'on va parler d'Ichigo. Si vous reconnaissez ce personnage, vous comprenez pourquoi je parle d'Ichigo. Eh bien non, autant ce personnage là Ichigo on va les voir dans ce tome, mais on va les voir dans les
30-40 premières pages du manga et après on va passer à totalement autre chose. Le seul point positif, je dirais, avec ces derniers tomes de Bleach qui sont parus, c'est le retour des anciens membres, je dirais anciens, ils ne sont jamais partis, mais on les voyait un petit peu moins depuis quelques tomes, membres de Soul Society, donc je pense aux capitaines des divisions. Ça fait toujours plaisir de les revoir en combat, même s'ils ont perdu de leur puissance. Voilà. Si vous avez eu les derniers tomes, vous comprenez pourquoi ils ne sont plus aussi puissants qu'avant. Mais ça fait plaisir de revoir ces personnages avec un design un petit peu différent, dans le sens où ils ont des coupes de cheveux un petit peu différentes, ils sont un petit peu évolués. Ça fait plaisir de voir ces personnages, mais selon moi, la série a perdu un petit peu son intérêt. Je la conclurai tout de même jusqu'au bout. Après tout, j'ai déjà acheté les 61 premiers tomes, je peux bien acheter les derniers tomes qui vont paraître. Mais voilà, ça aurait pu s'arrêter plus tôt, que ça m'aurait pas dérangé. On vous montre au niveau dessin, même si je pense que tout le monde a déjà vu les dessins de Bleach quelque part depuis le temps que la série existe. Un tome un petit peu en demi-teinte dans le sens où Bleach ça reste une bonne série, mais ça a perdu beaucoup de son intérêt, beaucoup de ce qui faisait vraiment de Bleach un très bon shonen, un très bon neketsu. Voilà, si l'auteur l'avait arrêté un petit peu avant, ça aurait été pas très dérangeant et j'espère aussi que la fin sera très bientôt annoncée. Je reste dans les gros shonen avec le tome 42 de Fairy Tail de Hiromashima publié chez Pika. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 47 tomes de parus. Le tome 43 sortira le 4 mars et le tome 44 pour le 6 mai. Oui, au contraire de Bleach, je trouve que Fairy Tail se situe dans un très bel arc. Donc là, on a fini le passage avec la mission dans le fameux village du soleil. Voilà, ça c'est conclu. Donc au début de ce tome, on a le droit à quelques chapitres où les personnages sont enfin soulagés. Voilà, ça c'est fait. On a même droit à des petites scènes un petit peu fan service. Mais bon, si vous appréciez Fairy Tail, je pense que vous pouvez passer outre ce genre de petites scènes dénudées, etc. Mais on a un gros drame dans ce tome 42 qui va engendrer la mort de pas mal de gentils personnages, donc pas des membres de la guilde de Fairy Tail, mais Fairy Tail va devoir se battre à nouveau et se battre contre une guilde clandestine qui s'avère extrêmement puissante, dont on avait déjà entreperçu certains personnages dans les tomes précédents. Il s'agit de la guilde de Tartaros. Je n'en dirai pas plus sur cette guilde ni sur la particularité de ses membres, mais autant vous dire c'est une guilde très dangereuse qui change un petit peu du genre de guilde qu'on avait vu précédemment. J'ai franchement hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Ça ne se conclut pas là non plus sur un suspense de foufou, enfin vous n'êtes pas en mode mon dieu je veux savoir la suite de suite maintenant. C'est un tome bourré d'action, Fairy Tail c'est les 3/4 du temps bourré de combat, mais personnellement ça m'a beaucoup plu. Pour moi la série ne faiblit pas d'un poil. Quand je vous parlais de fanservice, je vous parlais de scènes comme celle-ci. Bon personnellement je trouve pas que c'est ultra choquant, ultra inutile. Voilà, maintenant je pense quand on lit Fairy Tail on s'est un petit peu habitué à ce genre de scène. Donc voilà, un petit aperçu de la guilde de Tartaros. Un très bon tome, une série qui continue sur sa lignée. Personnellement, aucun tome jusque-là de Fairy Tail ne m'a déçu et j'ai toujours autant hâte d'en découvrir la suite. Je continue dans la lignée des gros shonen avec le tome 73 de One Piece de Eiichiro Oda publié chez Glénat. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 76 tomes de parus et le tome 74 est prévu quant à lui pour le 1er avril. Dans ce tome 73 de One Piece, Eiichiro Oda utilise, je dirais, un code qu'il a utilisé dans quasiment tous les arcs de One Piece. C'est-à-dire qu'au début de l'arc, il va se passer quelque chose qui fait que tous les membres de l'équipage du chapeau de paille se retrouvent séparés en différentes petites catégories, des fois tout seuls, des fois à 2 ou 3, chacun ayant sa mission à accomplir, et par la suite, ils se rassemblent petit à petit pour enfin reformer l'équipage, attaquer la grosse mission et enfin se barrer de là et aller dans un nouvel arc. C'est exactement ce qui se passe dans ce tome 73, c'est-à-dire que nos héros étaient séparés à divers endroits autour de Dressrosa. D'ailleurs, ce tome 73 s'appelle l'opération Dressrosa Soap et ils vont enfin petit à petit se rassembler tous ensemble pour battre un ennemi commun. Ce qui est bien avec les couvertures de One Piece, c'est qu'on découvre un petit peu ce qui va se passer dans le top. Donc par exemple, vous voyez Luffy qui est toujours un gladiateur, donc vous comprenez qu'il est toujours en train de se battre dans cette fameuse arène pour remporter le fameux lot final qui est un petit peu le truc. Quand on connaît Luffy, il ne peut pas passer à côté. Ensuite, on voit qu'il va y avoir un très beau combat entre Doflamingo et Trafalgar Law. Combat, autant vous dire, juste génial, parce que Doflamingo, il ne me semble pas qu'on voyait jusque-là en quoi consistait son pouvoir de fruit du démon. Enfin, il ne me semble pas qu'on le voyait. On l'a peut-être vu, mais très brièvement, parce que moi, ça ne m'avait pas marqué. Et on comprend enfin toute la méchanceté de Doflamingo. Donc on en apprend un petit peu plus sur ce personnage. Je ne dirais pas que ce tome tourne autour de ce personnage, mais on en apprend un petit peu plus sur qui il est réellement et sur son pouvoir. On voit les différents autres membres de l'équipage de Luffy qui petit à petit donc commencent à se rassembler. Ils terminent ou entament leur fameuse mission respective
pour finalement tous se retrouver à la fin. Ce qui m'a surtout marqué dans ce tome 73, et je pense que ça a marqué pas mal de monde pour ceux qui suivent la série à son rythme de parution, c'est-à-dire qui ne lisent pas les scans et qui n'ont pas vu l'anime, je ne sais même pas si l'anime est plus loin que le manga. Oui, je dis que l'anime est plus loin que le manga. Personnellement, je ne lis pas les scans, je ne regarde pas l'anime, donc merci de ne pas me spoiler la suite et de ne pas spoiler la suite à ceux qui, comme moi, suivent le rythme de parution française du manga. Bref, tout ça pour vous dire que ce qui vous laisse totalement sur votre faim, c'est les dernières pages de ce tome 73, avec le retour d'un personnage. À la toute fin de ce tome 73, on a donc le retour d'un personnage qu'on imagine personnage important. On ne sait pas de qui il s'agit. On le voit à peine, en fait, il est dessiné, mais de loin, donc du coup, on ne peut pas dire de qui il s'agit. On voit juste un gros plan, voilà, sur une page entière de Luffy en train de pleurer. Donc, on commence à cogiter pour qui Luffy pourrait-il pleurer, voilà, que ce soit le retour d'un personnage suffisamment important pour le faire pleurer. Et apparemment, ça serait un personnage décédé qui revient. Alors, si vous avez lu les 72 premiers tomes de One Piece, vous savez qui est décédé, qui est susceptible d'être décédé et qui est susceptible de revenir ou pas. Il y a quelques suppositions possibles, il y en a auxquelles je n'ose même pas songer, tellement c'est juste pas possible que ce soit ces personnages-là qui reviennent. J'ai vraiment hâte de lire le tome 74. J'ai presque eu envie de m'auto-spoiler le tome 74 juste pour savoir mais de qui il s'agit. Tellement vous restez sur votre faim. Je vous montre un petit peu ce que c'est d'un niveau dessin, même si là encore, je pense que pas mal d'entre vous, vous connaissez déjà One Piece, ou vous avez déjà vu à quoi ça ressemble. Là. Un très bon tome 73, je trouve que One Piece est dans un très très bel arc. Alors comme je vous avais dit, l'arc des hommes poissons, personnellement il m'avait un petit peu déçu, mais cet arc là est juste génialissime. Et je conclue cette vidéo en vous parlant du tome 8 de Hokuto no Ken, la version de luxe de Tetsuo Urara, publié chez Kazemanga. La série est terminée en 14 tomes, le tome 9 est prévu pour le 1er avril et le tome 10 pour le 1er juillet. Hokuto no Ken fait partie de ces shonen baston dont je n'ai pas grand chose à vous dire en vidéo, non pas que la série ne vaille pas le coup, que ça soit décevant, qu'il n'y ait rien à lire, etc. Donc, surtout vu la taille du tome, autant dire il y a pas mal de choses à lire. Mais tout simplement car il y a un schéma scénaristique qui est très très répétitif. C'est-à-dire que Kenshiro, il va aller d'endroit en endroit combattre des gars qui pratiquent des arts martiaux un peu différents les uns des autres. Voilà. Et on sait que fatalement Kenshiro s'en sort, il s'en sort à ça, mais il s'en sort, et les autres personnages vont mourir les uns après les autres. Petite chose néanmoins qui change dans ce tome 8, c'est que ce tome, je l'ai trouvé très centré autour de l'amour. Alors on s'en doute, dans un shonen baston avec des couvertures pareilles, l'amour n'a pas vraiment sa place dans ce genre d'histoire, mais il y a un personnage féminin qui est très important. Il y a un personnage féminin, donc autant vous dire, c'est la femme qui va être convoitée par tous les mecs de la série, ils sont tous amoureux d'elle. Donc je ne vous spoilerai pas de qui il s'agit si vous ne connaissez absolument pas la série. Si vous connaissez au moins un tout petit peu la série, vous savez de qui il s'agit, parce qu'il n'y a qu'une seule nana dont on parle autant en fait. Voilà, il y a eu d'autres personnages féminins dans l'histoire, de passage. Voilà, c'est en gros les personnages que Kenshiro va aider pour un tome et basta. Là, c'est le personnage récurrent que l'on voit tome après tome, même s'il ne fait pas vraiment partie de l'histoire, que c'est plutôt un personnage du passé. Et je trouve que ce tome 8 tourne beaucoup autour de ce personnage, ça fait plaisir, un petit peu de féminité dans ce monde de brut. Encore une fois, niveau édition, cette édition de luxe vaut clairement le détour. On a de très très belles pages couleurs comme celle-ci. Je vous montre un petit peu de féminité dans ce manga baston. Au début, vous avez un poster en couleur, donc là je ne vais pas m'amuser à le déplier, mais en gros c'est cette image-là que vous retrouvez en poster. Un bon tome, la série continue là encore son petit bonhomme de chemin, dans le sens où vous ne restez pas sur un suspense de dingue. Vous n'avez pas nécessairement besoin de vous rappeler de tous les événements voilà, des précédents tomes. C'est assez répétitif dans le sens où vous allez avoir des tas de flashbacks par différents personnages qui ont tous la même histoire de base. Je dirais ils se connaissaient tous plus ou moins à la base. Donc c'est des flashbacks vus par chacun des personnages selon le flashback. Si vous ne vous rappelez pas trop de l'histoire d'un tome à l'autre, c'est pas bien méchant. Comme je vous le disais, le schéma scénaristique est assez répétitif, donc on sait vers quoi on se lance dans le tome d'après. Mais personnellement, je trouve que c'est tout de même assez efficace. C'est très sanglant, donc si vous êtes un petit peu sensible, vous ne lancez pas là-dedans. Mais bon, voilà, une très bonne lecture néanmoins. Ainsi s'achève ce premier update lecture du mois de janvier. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains de ces mangas ou si vous comptez les lire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.